La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mercredi 28 mai 2025. Le titre du jour, c'est la hausse reprend l'ascenseur avant Nvidia. Alors que le marché pensait s'enliser dans un petit marasme pré-estival, le S&P 500 a repris 2% en une seule séance hier. Une rumeur diplomatique, des taux obligataires assagis et voilà les indices qui retrouvent de l'allant. Mais bon, derrière le rebond, les fondamentaux restent complexes. Le duel UE-USA se joue au bluff, le dialogue sino-américain a mystérieusement disparu des radars et la dette américaine inquiète toujours. Et pour pimenter tout ça, eh bien Nvidia revient sur l'estrade ce soir avec pour mission de confirmer que le gros rebond récent des 7 magnifiques n'est pas galvaudé. En finance, on a coutume de dire que la hausse prend l'escalier et la baisse l'ascenseur. Ça veut dire que les gains se construisent petit à petit, mais que les pertes ont tendance à être brutales. L'adage a fonctionné complètement à l'envers sur les dernières séances aux États-Unis puisque le S&P 500 qui avait perdu 2,5% en 4 séances vient de reprendre 2% en une seule journée. Le rebond, il a pris appui sur des échanges d'amabilité entre Washington et Bruxelles, de véritables amabilités en l'espèce, qui montrent que l'Union européenne est prête à négocier rapidement avec les États-Unis sur les droits de douane. Rapidement, ça semble vouloir dire d'ici la date butoir du 9 juillet. Cette date, c'est celle qui avait été initialement fixée par l'administration américaine avant que Donald Trump ne dynamite le calendrier vendredi en menaçant de surtaxer dès le 1er juin, puis de renoncer à le faire. Manifestement, planter la zizanie en permanence porte parfois ses fruits et dans la situation qui nous préoccupe, Bruxelles a bien été forcée de sortir du bois. Bien sûr, rien ne dit que les discussions vont aboutir, mais au moins elles existent, la partie de poker peut donc continuer. L'UE a besoin de rester relativement ferme, tandis que la Maison-Blanche doit pouvoir crier victoire contre les vilains étrangers profiteurs. Le terrain d'entente subjectif ressemble un petit peu à ça. Les obligations d'État américaines, elles ont aussi progressé hier, ça signifie que leur rendement a reculé, et ça c'est une bonne nouvelle parce que c'est le principal point de tension du moment. Comme la dette US inquiète, tout recul de sa rémunération est un signal de détente. Le mouvement, il a été initié sur les taux longs par une sorte d'effet papillon, les obligations japonaises se sont redressées après des rumeurs prêtant au gouvernement nippon l'intention de mettre la pédale douce sur les émissions long terme. Et comme ce mouvement n'est pas propre au Japon et que d'autres gouvernements s'emploient à réduire la maturité de leur dette actuellement pour alléger le coût de leur emprunt, eh bien ça a eu des répercussions sur la dette américaine. En effet, je vous rappelle que les échéances longues sont mieux rémunérées puisque le facteur temps accroît le risque. Les États sont donc tentés de placer de la dette sur des échéances plus courtes, ça réduit les coûts et ça permet de présenter une situation bilancielle un petit peu plus favorable. Cette double détente douanière et obligataire a donc propulsé les indices américains vers le haut hier. Le camp de ceux qui pensent que le pire est passé concernant les menaces pesant sur le commerce mondial a grossi dernièrement, c'est ce qui explique aussi le retour de l'appétit pour le risque. La tectonique financière fait d'ailleurs que les deux variables, c'est-à-dire donc les droits de douane et l'évolution des marchés obligataires, peuvent avantageusement se compléter. En effet, une situation douanière plus apaisée devrait permettre de limiter les risques d'inflation, ce qui pourrait permettre à la Banque centrale américaine de baisser ses taux plus tôt que prévu, ce qui réduirait le coût du financement de la dette et ce qui favoriserait la croissance économique et donc les rentrées fiscales. Le tout est émaillé évidemment de conditionnels parce que la théorie a la mauvaise habitude de ne pas correspondre à la réalité économique. Mais l'idée, c'est que l'état des lieux de mardi, c'est-à-dire discussion UE-USA et baisse des rendements obligataires, est bien plus favorable que celui de samedi dernier. Samedi dernier, c'était plutôt menace de surtaxe douanière XXL sur l'Europe sous une semaine et marché obligataire en stress. Une fois de plus, la narration a une grande importance dans le secteur financier. En Europe, la bourse avait déjà rebondi lundi pendant que Wall Street bénéficiait d'un week-end à rallonge. Elle a donc complété ses gains hier, mais sans l'exubérance du marché new-yorkais. Le Stoxx Europe 600 a repris 0,3%. Il avait gagné déjà 1% la veille. L'indice revient ainsi à moins de 2% de son record du 3 mars. Le CAC 40 français était hier quand même, il faut le souligner, le seul indice majeur à avoir clôturé dans le rouge sur une baisse tout à fait symbolique, mais une baisse quand même, moins 0,02%. L'indice aurait gagné du terrain un tout petit peu en tout cas, sans le dividende détaché par Safran, mais pour autant, le luxe parisien est toujours en PLS à tel point qu'il a finalement assez peu réagi aux bonnes nouvelles douanières. D'ailleurs, l'action LVMH est toujours à quelques euros de son plus bas des 4 dernières années. Les financiers vont avoir du rap de résultats ce soir, en particulier ceux de la mascotte de l'IA Nvidia. Alors samedi, j'aurais sans doute écrit que les chiffres auraient pu constituer une bouée de sauvetage pour les investisseurs, mais comme le marché a retrouvé sa libido lundi, les trimestriels de la star des puces IA sont peut-être un petit peu moins au centre du jeu, enfin un tout petit peu moins en tout cas.
D'ailleurs, on aura plusieurs autres résultats de boîtes tech américaines ce soir, notamment Salesforce, Synopsys et Viva. En Asie-Pacifique ce matin, l'enthousiasme de Wall Street a un petit peu de mal à se diffuser. La Corée du Sud en profite, plus 1,3% grâce à ses valeurs technologiques, mais le Japon peine à accélérer. Le Nikkei 225 est en hausse limitée de 0,2%. On a même des baisses du côté de Hong Kong, moins 0,4%, de l'Inde, moins 0,3%, et de l'Australie, moins 0,2%. Les indicateurs européens, ils sont légèrement rouges à l'heure de cet enregistrement. En ce qui concerne les nouvelles des sociétés en France, Air Liquide va racheter 2 sociétés en Allemagne. Renault a dévoilé l'A390, un coupé sportif électrique alpine. La compagnie Air Niugini a signé une commande ferme pour 2 Airbus A220. Rémi Cointreau a trouvé son directeur général, il s'agit de Franck Marilly. Mercialis a placé 300 millions d'euros d'obligations 7 ans à 4%. Mauvaise nouvelle du côté de Soitec qui anticipe un recul de ses revenus au T1 après des résultats annuels en berne et qui renonce à ses objectifs annuels. De Richebourg, à l'inverse, a amélioré ses marges au premier semestre fiscal. Arcos va racheter la division ingénierie de O2I à Prologue pour 0,3 millions d'euros. Aubet négocie actuellement le rachat de Solutech. Clariane a signé son premier contrat d'achat d'énergie verte avec Ignis et Carbios a signé des contrats avec L'Oréal et l'Occitane. On a aussi quelques actus du côté de small cap biotech, Poxel, Inventiva, Genero ou encore Neovax, et Europlasma a annoncé qu'il publiera ses résultats 2024 le 11 juin. Sur l'agenda des publiés du jour, la Société des Bains de Mer de Monaco, Pierre et Vacances et Abionyx. Dans le reste de l'Europe, Galderma devrait racheter 2,4 des 16,7 millions d'actions, c'est-à-dire 7% de son capital qui ont été placés par les fonds Equity, Adia et Oba. Le PDG d'Unicredit exclut tout mouvement concernant Generali. On reste en Italie où les États-Unis ont averti Pirelli que ses activités pourraient être limitées aux USA en raison de son actionnaire chinois, selon Bloomberg. Le gouvernement espagnol de son côté va examiner le projet d'acquisition de Sabadell par BBVA, ce qui est plutôt un signal négatif pour l'opération. British American Tobacco au Royaume-Uni annonce que sa filiale indienne va céder environ 2,3% du capital d'ITC Limited via un placement privé. Le groupe italien de BTP WeBuild remporte un contrat de 1,8 milliard de dollars australiens pour la construction d'un hôpital à Perth. GIMV cède sa participation dans la marque néerlandaise de poussettes Joules. SBM Offshore annonce que le FPSO Alexandre de Gusmao est officiellement en service et Around Town a publié ses résultats. D'autres publications de résultats en Europe aujourd'hui, les chiffres d'OPAP, de Kingfisher, de CD Projekt, d'Encavis ou encore d'Electa. Côté Amérique du Nord, TPG et Blackstone ont proposé 16 milliards de dollars pour privatiser le groupe de santé Hologic, selon les informations du FT. Ils ont été éconduits. Par ailleurs, Motorola Solutions renforce son segment de communication via le rachat de Silvus, 4,4 milliards de dollars. Eli Lilly, de son côté, va racheter SiteOne pour 1 milliard de dollars afin de se positionner sur le marché des analgésiques non opioïdes. The Travelers vend son activité d'assurance de particuliers et commerciale au Canada à Definity pour 2,4 milliards de dollars US. Apple prévoit de lancer une application dédiée aux jeux vidéo. Rocket Lab rachète Geos pour 275 millions de dollars et Rob Katz devient le CEO de Vail Resorts. Enfin, General Motors va investir 890 millions de dollars dans la production de moteurs dans son usine de New York. Sur l'agenda des publis aux États-Unis, j'en ai déjà cité pas mal. Il y aura donc Nvidia, Salesforce, Synopsys, Agilent, HP Inc. ou encore Viva. Nissan prévoit de lever 7 milliards de dollars avec le soutien du gouvernement britannique selon les infos de Bloomberg News et les États-Unis détiendront une action privilégiée en cas de rachat d'US Steel par Nippon Steel selon un sénateur américain. C'est terminé pour ce point de marché du jour, excellente journée à toutes et à tous.